à l'aube du 16e siècle, alors que les Premières Nations vivent en paix sur le territoire du Québec. Un univers encore jamais imaginé auparavant par ces peuples débarqua par les côtes de l'Atlantique. Aux commandes de ses troupes, un homme qui restera à jamais gravé dans les mémoires du Québec. Jacques Cartier, l'homme qui a tout bouleversé ici. Cartier naît à Saint-Malo en 1491. Fils de pêcheur, il grandit sur les flots. Et très jeune, il développe un talent inné pour la navigation. Navigateur expérimenté, il participe à plusieurs expéditions aux Amériques, plus notamment au Brésil, ce qui forge sa réputation aux côtés des marins de son époque. Reconnu pour sa précision en cartographie et son expérience sur les mers, il attire très rapidement la couronne française. En 1534, il est mandaté par le roi François Ier pour trouver une nouvelle route vers l'Asie. Mais il ne la trouvera jamais. Au lieu de ça, il découvre un continent énorme que l'Europe appellera plus tard la Nouvelle-France. Le 10 mai 1534, 2 navires quittent le port de Saint-Malo, avec à leur bord une soixantaine d'hommes. Après une vingtaine de jours d'expédition, Cartier et son équipage arrivent à Terre-Neuve. L'exploration commence. L'équipage longe les côtes et découvre des terres encore inédites. Les îles de la Madeleine, l'île du Prince-Édouard et même la baie des Chaleurs. C'est là que les marins croisent les Micmacs, premier peuple autochtone à entrer en contact avec les Européens, venus directement de France. Très vite, le troc s'installe. Des lames en métal, des tissus, des hameçons contre des fourrures et des vives. Des objets simples, mais qui marquent tout de suite un choc culturel. En poursuivant vers la Gaspésie, Cartier entre sur un territoire occupé par les Iroquois du Saint-Laurent, directement venus de Stadacone, l'actuelle ville de Québec. Le 24 juillet, sur la pointe de Gaspé, les Français plantent une croix de 9 mètres de haut, arborant les armoiries du roi de France. Un geste symbolique pour les uns et une provocation pour les autres. Le chef de Donnacona, témoin de la scène, proteste, mais Cartier et ses hommes minimisent l'incident. Ils prétendent que ce n'est qu'un repère pour la navigation. Mais en réalité, c'est un acte de possession. Il revendique la terre pour son roi. Mais encore pire que ça, avant de repartir, Jacques Cartier capture 2 des fils du chef de Donnacona, sous prétexte diplomatique. Il promet qu'ils vont revenir, mais en réalité, ils veulent faire d'eux des traducteurs et des guides pour préparer son prochain voyage. Ces 2 jeunes Iroquois capturés joueront un rôle clé lors du 2e voyage de Cartier. Et ce geste marque déjà, dès 1534, le déséquilibre entre les colons français et les autochtones qui vivent ici depuis des millénaires déjà. Mais ce n'est pas tout ce que les Européens ont laissé derrière eux. Sans le savoir, ils ont aussi transporté plusieurs maladies d'outre-mer, comme la grippe, la variole ou encore même la rougeole. Plusieurs maladies qui peuvent sembler banales aujourd'hui, mais à cette époque, les Autochtones n'étaient aucunement immunisés contre elles. Ces premiers contacts allaient débuter un drame invisible. Une épidémie silencieuse qui décimera des communautés entières au fil des décennies. 1 an après son premier voyage, le roi de France renvoie Jacques Cartier explorer ces terres inconnues. 3 navires, 110 hommes et surtout les 2 jeunes Iroquois capturés lors du premier voyage. La mission officielle, trouver un passage vers l'Asie. Mais en coulisses, on veut évaluer les ressources du territoire et pourquoi pas s'implanter aussi au passage. Le 7 septembre 1535, Cartier et ses hommes remontent le fleuve Saint-Laurent et accostent au village de Stadacone. Un village iroquois bien structuré avec ses maisons longues, ses champs cultivés et une organisation sociale complexe dirigée par le chef Donnacona. Mais ce n'est pas ici que l'histoire va prendre un tournant. Cartier et ses hommes veulent aller encore plus loin, remonter le fleuve jusqu'à un autre village légendaire, Hochelaga. En octobre, après un périple difficile à travers les rapides, ils y parviennent, et ce qu'ils voient les stupéfie. Un village florissant de plus de 1000 habitants, protégé par 3 énormes rangées de palissades, entouré de champs de maïs à perte de vue. L'accueil est très chaleureux, les habitants offrent des cadeaux à l'explorateur français. Ils lui présentent même des malades à soigner, croyant que cet homme venu d'ailleurs possède des pouvoirs spirituels. Durant ce court passage à Hochelaga, Cartier décide de monter une montagne pour mieux observer le fleuve.
et il écrira lui-même dans son journal personnel ce qu'il décrira comme une montagne royale. C'est ainsi que naît le nom Mont-Royal, qui donnera plus tard son nom à Montréal. Mais la saison tourne, l'hiver vient, et il va être rude et impitoyable. Cartier et ses hommes doivent vite retourner à Stadacone pour y passer les mois froids. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que l'hiver québécois est impitoyable, et le scorbut s'installe très rapidement, ce qui cause la mort de près de 25 de ses hommes. Faibles et désespérés, les Iroquois, ayant bon cœur, décident de sauver les Européens en leur préparant une tisane à base de cèdre blanc. Dans son journal, Cartier l'admet sans détour. Mot pour mot, sans eux, nous serions tous morts. Mais dans les rapports officiels au roi, aucun compliment, aucun remerciement. Pendant ces longs mois d'enfermement, les Français se recluent sur eux-mêmes. Les tensions montent. Ils notent, ils observent, ils questionnent. Les habitants de Stadacone deviennent méfiants à leur tour, et puis hostiles. Même les deux fils de Stadacone commencent à s'opposer à Cartier. Ils essayent de minimiser l'expansion française. Mais Cartier les considère immédiatement comme des traîtres. Et puis, tout bascule. Un geste irréparable est commis. Jacques Cartier décide de capturer le chef Donnacona, plusieurs de ses fils et plusieurs notables du village. Il les embarque directement pour la France, convaincus par leur récit concernant un royaume fabuleux, le Saguenay, une terre soi-disant remplie d'or, d'argent, de pierres précieuses. Le roi veut entendre ça de ses propres oreilles. Cartier jure aux Iroquois qu'ils reviendront. Mais malheureusement, Donnacona ne reverra jamais sa terre natale. Même pire que ça, directement arrivé en France, il est exhibé à la cour royale comme un trophée, interrogé puis laissé à l'abandon une fois que son utilité politique est épuisée. Quelques années plus tard, il mourra seul, en exil, loin de son peuple, de sa terre. Aucun des Iroquois amenés en France ce jour-là ne pourra revenir au Québec. Un silence s'installe, et lorsque Cartier reviendra pour son troisième voyage, ça sera plus du tout le même accueil. Parce que le faible lien qu'il y avait est définitivement brisé. Une fois arrivé en France, le navigateur raconte des merveilles au roi. Mais pourtant, aucune trace d'or ni de passage vers l'Asie. Mais le roi décide tout de même de laisser une dernière chance à Cartier. Mais cette fois-ci, l'objectif est beaucoup plus grand. Ils veulent établir une colonie. En 1541, Jean-François de la Roque de Roberval est nommé lieutenant général de la Nouvelle-France, et Cartier est directement mis sous ses ordres. Mais impatient, l'explorateur français décide de partir sans l'attendre. Avec 5 navires et environ 1500 hommes à son bord, direction le Québec. Ils remontent à nouveau le fleuve Saint-Laurent, mais ils évitent le village de Stadacone à cause des relations qui sont beaucoup trop tendues. Il décide de fonder un fort à Cap-Rouge qu'il nommera lui-même Charlebourg-Royal, et c'est là que le début de la colonie de Jacques Cartier s'installera. Peu après son installation, certains colons trouvent des pierres qui croient être des diamants. Cartier décide de remplir plusieurs barils de ses prétendues richesses. Mais l'hiver frappe encore. Maladie, froid et faim, tout ça marque un coup fatal à Cartier et ses hommes. Sans compter les attaques incessantes des peuples autochtones de la région. L'explorateur attend avec impatience Roberval, mais sans nouvelles de lui, il prend une décision. Il décide de rentrer en France avec son butin. Sur le chemin du retour, il croise Roberval dans les alentours de Terre-Neuve. Celui-ci lui ordonne de retourner à la colonie, mais Cartier refuse et décide de directement rentrer en France. Tandis que lui, Roberval, tente de sauver le projet, mais l'hiver est meurtrier. Les ravitaillements impossibles et les conflits s'intensifient de jour en jour. Même les tensions dans la colonie s'agrandissent. Le rêve de fonder une colonie à Nouvelle-France commence à s'effondrer petit à petit. Et quand Cartier retourne en France justement, eh bien, le choc est terrible. Les fameux diamants n'étaient que de la pyrite et du quartz. Après cet échec, Cartier décide de se retirer dans son manoir à Limoilou, non loin de Saint-Malo, loin de l'agitation des cours royales. L'homme qui avait traversé l'Atlantique 3 fois, découvert des terres inédites, remonté le fleuve Saint-Laurent, meurt
dans l'ombre et le silence. Il s'éteint le 1er septembre 1557, probablement à cause d'une épidémie de peste qui faisait rage à l'époque. Enterré dans sa ville natale à Saint-Malo, sa tombe reste encore introuvable à ce jour. C'est ainsi que disparaît Jacques Cartier. Son nom vivra à travers l'âge, mais lui mourra, sans jamais savoir à quel point qu'il a bouleversé le cours de l'histoire. C'est comme ça que s'achève l'épopée de Jacques Cartier. Une suite d'échecs, d'humiliations, de rêves brisés. Mais surtout, c'est le début d'une fracture entre deux mondes. Mais malgré tout, certains pêcheurs français continuent à venir au fleuve Saint-Laurent pour pêcher et même faire du troc avec les peuples, notamment des fourrures contre des biens européens. Un fil ténu d'espoir qui relie encore la France à ce territoire. Mais pour une vraie colonie, il faudra encore attendre près de 60 ans. Et cette nouvelle tentative portera un autre nom. Samuel de Champlain. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette deuxième vidéo. J'espère que ça va vous avoir plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, même à commenter. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de l'histoire du Québec.